Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Je m'appelle India Desjardins. Je vais animer cet entretien avec Gary Victor aujourd'hui. Je suis autrice, mais pour la journée, je fais des entrevues. C'est un spécial pour mon ami Gary Victor. Alors, Gary Victor, je vous le présente. C'est un écrivain haïtien né le 9 juillet 1958 à Port-au-Prince. Il est l'un des romanciers les plus lus et emblématiques d'Haïti. Il est reconnu pour plus d'une quarantaine d'œuvres, dont des romans et scénarios pour la télé, la radio et le cinéma, qui explorent la réalité sociale et politique d'Haïti. Certains de ses livres les plus célèbres sont Saison de port, Le sang et la mer, Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin, qui a remporté le prix RFO du livre en 2004. Gary Victor s'engage souvent dans ses écrits en abordant des thèmes tels que la corruption, la violence et les inégalités sociales en Haïti. Son œuvre a été saluée pour sa capacité à mettre en lumière les défis auxquels le pays fait face, tout en présentant des personnages complexes et des histoires captivantes. Son plus récent roman, Le violon d'Adrien, qu'il vient présenter cette année au Salon du Livre de Montréal et qui m'a complètement bouleversée, aborde également ces thèmes dont j'ai envie de discuter avec lui. Bonjour, Gary Victor. Bonjour, bonjour. J'ai envie de commencer par un souvenir marquant que moi j'ai avec vous. Nous étions en 2013, j'étais allée visiter Haïti avec une activité organisée par notre ami Rodney Saint-Éloi. Et j'étais avec vous en voiture et vous m'avez dit: regarde autour de toi, India. La vie est si difficile ici que l'écriture est une évasion. Et pour moi, ce souvenir est marquant parce que ça m'a fait comprendre pourquoi on écrit, pourquoi on lit. Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi l'écriture, c'est quoi la lecture, je réponds que c'est une évasion par l'imaginaire et que c'est vous qui m'avez transmis ça. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Très bien, très bien. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette évasion par l'écriture? Bon, cette évasion signifie pour moi... Parlez plus proche. OK. Et cette évasion signifie pour moi, premièrement, s'éloigner un peu du quotidien, qui est souvent extrêmement difficile, extrêmement traumatisant. Donc, on essaie un peu d'oublier, de s'écarter, de prendre du recul. Je pense que c'est la première réaction en tant qu'auteur, mais en même temps, et ce recul et cette évasion dont on parle, en même temps, elle est extrêmement compliquée. Parce que, de toute manière, quand on écrit, et les mots, les paroles sortent de vous, et à l'intérieur de nous, il y a énormément de douleur, il y a énormément de souffrance. Donc, en même temps, l'écriture, il y a deux mouvements. Il y a premièrement le mouvement de recul, l'évasion, parce qu'avant tout, je suis un grand lecteur et j'ai beaucoup lu, justement, pour m'évader du quotidien et oublier ce quotidien. Mais en même temps aussi, c'est comme un mouvement de va-et-vient. De toute manière, on revient à ce quotidien. Parce que, comme on est plongé dedans, quand on écrit, quand on campe ces personnages, on revient encore à ce qu'on voulait fuir. Ah, c'est tellement beau quand vous parlez. Et quand j'ai lu le roman, le violon d'Adrien, ça m'a rappelé ça. Et là, vos mots évoquent beaucoup ce que j'ai lu dans le roman parce qu'il y a autant une évasion qu'un quotidien qui est très difficile. Alors, je fais le résumé un petit peu pour les gens. Le violon d'Adrien, en fait, nous plonge dans les années 70 en plein règne d'un système politique oppressant. Et ça raconte l'histoire d'un enfant qui rêve de devenir violoniste. Et pour poursuivre ses cours avec M. Benjamin, il doit acheter un nouveau violon parce que le violon ne lui sera plus fourni et il n'en a pas les moyens. Et il part dans une quête pour se procurer un violon. Ça devient son seul désir. Ce rêve va le placer dans des dilemmes moraux
et devant la réalité injuste des inégalités sociales. Et sa quête devient un peu un rite de passage, un passage vers le monde des adultes. Et c'est ça, du monde des adultes qui l'attend. Et j'ai lu des entrevues sur vous où vous dites que c'était votre rêve d'enfant que vous revisitez. Et je vous cite, « Plus de 50 ans plus tard, me voici revenu à cette douleur et à ce manque qui m'a façonné. » Et je me demande, est-ce que le manque qui vous a façonné, c'était le manque du violon ou le manque d'avoir accès à une égalité au niveau des rêves? Je pense que ce manque, c'est celle d'une enfance que... Et quand on revisite, tu vois, quand tu es dans un présent et qui est extrêmement douloureux, un présent qu'on a l'impression qu'il s'évapore, qu'il part en miettes, on a tendance à revisiter son passé, tu vois. Et quand on revisite son passé, on se rend compte que son enfance a été quelque peu ratée pour différentes choses, pour ce qu'on a vécu, par exemple. Parce que mon enfance a été du temps de la dictature et j'ai vécu des choses extrêmement traumatisantes que j'ai constamment refoulées, tu vois. Et, bon, par exemple, l'épisode du violon, jusqu'au moment où le monsieur Benjamin réclame un violon à chacun de ses enfants, moi, je l'ai vécu. J'ai effectivement pris un cours de violon, j'ai été le meilleur. Et quand il a fallu se procurer un violon, mes parents ne le pouvaient pas. Et moi, j'étais totalement, perdu. Tu sais, c'était un rêve qui s'écroulait. Et pendant que ce rêve s'écroulait, tu vivais dans un pays où tu avais l'impression que tu ne comprenais pas trop, tu vois. C'était comme si tu vivais aux portes d'un enfer. Tes parents essayaient de te protéger. Mais je pourrais dire, c'est comme si je pourrais dire que le bruit des flammes te parvenait quand même, tu sais. Les rumeurs, la peur. On sentait la peur, même si on avait 12, 13, 14 ans, on sentait la peur des adultes, mais qui essayaient quand même de vous protéger. Donc quand même, c'était une enfance assez douloureuse, tu vois. Et surtout en même temps, par exemple, j'avais déjà compris la douleur, par exemple, d'une personne comme ma mère, parce que c'est elle qui m'avait emmené à ses cours de violon. Et quand il fallait acheter ce violon, elle ne le pouvait pas. Elle a fait tout son possible et j'ai senti cette douleur chez elle, tu vois. Et elle était pleine de douleur. Non seulement le fait de ne pas pouvoir me procurer ce violon, mais cette douleur qui était pour elle à chaque fois, cette tentative d'éloigner de moi tout ce qui pouvait me faire mal, tu vois. Ce monde fou, cette dictature, cette violence qui rôdait, tu sais, autour de nous, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et ça fait écho beaucoup au Haïti d'aujourd'hui et même ce que vous avez récemment vécu parce que encore vous avez dû récemment fuir votre quartier parce qu'il y a eu des violences et tout ça. Est-ce que vous l'avez écrit un peu en pensant à toutes ces choses que vous aimeriez qui changent, qui n'ont pas changé encore? Oui, forcément, parce qu'en fait, toute mon écriture, c'est cette douleur de voir un lieu, mon quartier, une partie de cette capitale que j'ai connue, se dégrader constamment, tu vois. À chaque fois, on rêve que ça change, mais la dégradation continue, elle continue, tu vois. C'est comme si, tu vois, et tu avances en âge et tout s'émiette, tu vois, devant toi. Tout se désagrège devant toi. Et à ce moment, qu'est-ce qui t'arrive? C'est que tu as tendance maintenant à revenir en arrière, tu vois, à réfléchir un peu à ton enfance. Est-ce que tu avais eu de bons moments? Quels sont les bons moments que tu avais connus? Mais forcément, quand tu penses aux bons moments, les souvenirs reviennent. Parce que j'ai déjà écrit un roman qui s'intitulait « Maudite éducation » où je parlais de mon enfance. Mais je n'avais jamais parlé de l'épisode de ce violon qui m'avait pourtant extrêmement marqué, tu vois. Et c'est à l'occasion d'un atelier d'écriture avec des jeunes Et puis, il y a l'un des jeunes qui me parlait justement de ses cours de violon. Et brusquement, le souvenir est revenu, tu sais, en force. Tu vois, c'est cette douleur que j'avais connue et que j'avais refoulée. Et je me suis dit que c'était un moyen de revisiter ce moment, tu vois.
Mais ce qui a surtout nourri l'écriture de ce roman, je pense que c'est cette peur qui rôdait autour de moi, tu vois, cette peur. On n'en parlait pas. On essayait de te protéger en tant qu'enfant. Mais forcément, le fait même qu'on essayait de te protéger, tout te parvenait. Même, par exemple, je me rappelle, je l'ai écrit dans ce roman, quand, par exemple, ma mère se cachait parfois sous un lit pour écouter Radio Moscou, la radio des opposants au régime du Valieris, tu vois. Il écoutait, par exemple, Radio La Havane, Cuba. Elle se cachait. Et mon père lui disait, attention, si un voisin sait que tu écoutes cette radio, eh bien, la police politique viendra nous chercher. Et moi, parfois, j'entendais cette conversation entre mon père et ma mère. Donc, c'est tout ça, tu vois, tout ça que j'ai voulu un petit peu faire passer dans ce roman. Et bien sûr, j'ai fantasmé beaucoup parce que j'ai tellement regretté de ne pas avoir eu ce violon. En écrivant cet épisode de mon enfance, j'ai fantasmé qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir ce violon. Et justement, dans le roman, ça place votre personnage dans un dilemme moral. Et c'est un thème qui revient dans vos romans, cette idée de se perdre soi-même. Et j'ai trouvé ça très intéressant que, dans le fond, le petit garçon, Adrien, doit aller un peu contre lui-même et perdre son âme. Et même, bon, après, je vais vous citer des phrases de votre roman que je veux que vous commentiez parce que j'en ai retenu quelques-unes que j'aimerais élaborer avec vous. Mais c'est ça, le petit Adrien est devant des dilemmes moraux et on se retrouve un peu comme dans un conte où le personnage principal doit faire face à des choix et j'ai trouvé ça... est-ce que c'est important pour vous de... Finalement, dans le fond, dans vos réflexions, la réponse, c'est que peut-être que vous auriez pu rien faire. Certainement, parce que on doit faire face à des choix, mais le problème pour choisir, il faut comprendre sa réalité. Et la réalité, et cette réalité qu'on connaît, elle est faite de mensonges, elle est faite de tromperies. Donc alors, les choix que tu risques de faire, ces choix peuvent t'emmener en enfer. Et quelque part, c'est ce qui arrive à Adrien. Il pense bien faire, il poursuit son rêve, il a une volonté. Même sa mère lui dit, c'est extraordinaire ce que tu arrives à faire. Tu arrives à économiser pour t'acheter un violon. Et même la mère, un petit peu, tu sais, elle est étonnée de voir la volonté que déploie son fils pour avoir le violon. Mais sauf que même la mère ne comprend pas jusqu'où cette volonté va amener son fils, tu vois. Oui, et même on voit aussi les amis autour parce qu'il se fait battre, parce qu'il est meilleur de la classe. Mm-hmm. Donc, les inégalités sociales à plus haut niveau amènent aussi des inégalités sociales dans la partie ouvrière. Exactement, parce que les inégalités, on les vit à tous les niveaux. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu chez nous le concept de l'égalité dévoyée. Et c'est un sociologue français haïtien, Gilliard Barthélemy, qui avait développé ce concept. Parce que effectivement, Adrien est dans son cours de violon. Par le fait qu'il est le meilleur, il va se faire agresser par ses camarades, par deux de ses camarades, sans que les autres ne réagissent. Et malheureusement, et c'est ce qu'on vit souvent chez nous, tu vois, ce refus de s'entraider, mais c'est souvent comme ça quand on est dans une situation de pénurie, tu vois. On ne sait pas si tout le monde pourra avoir accès, tu sais. Quand il y a de la place seulement pour une personne, souvent ces personnes-là en viennent à se battre entre eux pour que la place leur revienne. Exactement. Donc, les inégalités créent cette violence-là. Exactement. À tous les niveaux. Donc, en fait, les inégalités créent de la violence et créent d'autres inégalités à tous les niveaux. Oui, j'ai trouvé dans votre roman. C'est intéressant parce que la quête est toute simple de vouloir un violon et ça révèle tout ce que cette simplicité-là, pour certaines personnes
quelque chose qui peut être très simple pour des gens privilégiés, finalement crée des réflexions, des violences, des dilemmes moraux. Moi, ça m'a bouleversée. J'avais le cœur gros toute la semaine. Je comprends très bien. Ça. Ouais, parce que finalement, c'était très simple avoir un violon. Oui. Ouais, bon, maintenant, un violon... Ça bon, devrait être simple. C'est un enfant. Et j'ai noté une phrase. Tu es perdu dans un monde qui n'est pas le tien. Un petit Haïtien qui rêve de devenir un virtuose du violon. Un monde qui n'est pas le tien. Oui. À qui appartient le monde? C'est une belle question. Je pense que nous tous, nous devrions nous poser cette question. Et c'est vrai parce que quand même, à cette époque, c'est très rare qu'on trouve un enfant, surtout de cette classe sociale, qui s'intéresse au violon. Parce que même la pratique d'un instrument de musique en Haïti symbolise, tu sais, la cassure sociale, symbolise l'inégalité. Un enfant du peuple ne va pas apprendre à jouer facilement au violon, au piano, tu vois. Il y a des instruments qui sont réservés à l'élite, d'autres aux classes plus basses. C'est que dans des situations aussi, je pourrais dire, où sévit pratiquement un apartheid, tout doit marquer la rupture entre les personnes. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours un malaise quand je vois des artistes dans des galas et tout ça dire « Ah, tous les rêves sont possibles » parce que c'est une phrase que je me dis, c'est une phrase fausse parce que tous les rêves ne sont pas possibles pour tout le monde. Ouais. Bon, tout le monde peut rêver, mais sauf que aller plus loin que le rêve, c'est pas possible. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, malheureusement. Et ce roman-là est tellement... C'est tellement un beau roman bien raconté et qui dit ça de façon tellement simple et dans les yeux d'un enfant qui a beaucoup de candeur et de naïveté. C'est beau, c'est très beau. Bon, OK. Moi, je me demande, comment vous percevez le rôle d'un écrivain dans la société? Pensez-vous que la littérature, ce que vous écrivez, peut amener un changement social? Bon, j'ai pas vraiment cette prétention. Hein. Je doute fort que la littérature en elle-même peut amener à un changement social, sauf que je pense que la littérature peut permettre de mieux comprendre sa réalité. De mieux comprendre sa réalité parce que souvent la réalité, on nous manipule de manière à ce que nous avons une certaine manière de voir cette réalité. On veut qu'on voit cette réalité d'une certaine manière, et d'une manière probablement fausse, tu sais, dans l'intérêt de ceux qui contrôlent ce monde, qui contrôlent un pays. Et la littérature, je pense, peut nous permettre de mieux comprendre cette réalité, d'aller au-delà des artifices, d'aller au-delà des manipulations. Et c'est là, je crois, que la grande fonction de la littérature, en plus de l'évasion, bien sûr, en plus du plaisir qu'elle nous procure quand on lit, mais c'est en même temps de mieux comprendre cette réalité, tu vois. Parce que moi, je dis souvent à ceux qui participent à mes ateliers d'écriture, je leur ai dit, quand on écrit, on n'écrit pas, on ne décrit pas ce qu'on voit sur ce qui est sur le mur. On essaie de voir ce qui est derrière le mur. Ah, c'est beau. Parce qu'on monte constamment devant nous des murs, et on nous apprend uniquement à voir ce qu'on écrit sur le mur, alors que c'est ce qui est derrière le mur qui est intéressant et qui est souvent la vérité. Et justement, la fonction de la littérature, c'est de nous aider à mieux comprendre, tu vois. Un acte d'empathie. Oui, exactement. Et justement, l'empathie, de mieux, je pourrais dire, comprendre l'autre, d'essayer de jeter un pont, tu sais, avec les autres. Parce que de plus en plus, on vit dans un monde où on casse les relations. On casse les relations. Tu vois, l'autre jour, je suis allé dans un club d'échecs, il y a cela 8 ans. J'y allais tout le temps à Montréal. J'y suis allé toujours ici en matin. J'ai demandé, il n'y a plus de tournoi d'échecs chaque week-end. Non, il n'y en a plus. Et on joue par Internet. Il y a un tournoi parfois. Donc, dans le temps, tout le monde se rencontrait dans le club. On jouait, on parlait. Et maintenant, on ne se rencontre plus. On joue par Internet, par téléphone. Tu vois, donc le contact humain, ça disparaît. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Quand il y a des sociétés où il n'existe plus de contact humain. C'est triste.
Quelle place vous pensez que Haïti a dans la littérature internationale? Je crois que Haïti a toujours eu une place assez intéressante parce que nous avons produit des écrivains de grande valeur comme Jacques Roumain, Jacques-Séphane Alexis, un grand écrivain qui malheureusement a été assassiné pendant la période de la dictature. Je pense qu'Haïti a une place assez enviable pour la qualité. Est-ce qu'il y a des défis pour les écrivains haïtiens? Il y a de grands défis. Le plus grand défi, c'est justement le fait que, il y a tellement de défis. Premièrement, la question du lectorat, la question des aides à la création, la question de la sécurité, tu vois. Et puis, il y a plein. Bon, moi, par exemple, qui suis en Haïti, même pour écrire, même pour s'isoler pour écrire, c'est extrêmement compliqué. Il y a le buis, il y a la pénurie, il y a tout, tu vois. Tu as peur, il faut te trouver un espace tranquille, il faut pouvoir te déplacer, quitter une capitale qui est dévoreuse de rêves, tu sais. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, un écrivain haïtien, moi, je dis souvent j'ai un ami écrivain qui est en France, je lui dis, si tu savais les difficultés que nous, en Haïti, on a pour écrire une page, s'isoler pour écrire une page, pour trouver un moment tranquille pour écrire une page, tu vois, c'est phénoménal ce qu'on doit surmonter pour pouvoir s'isoler, pour pouvoir se retrouver quelque part. Parce qu'en même temps, tu vis dans un lieu où tu dois prendre soin de beaucoup de personnes, tu vois. Tu ne peux pas t'isoler. Et les gens comptent sur toi. Tu n'as jamais une minute à toi. Donc alors, t'isoler, partir pour 2-3 jours, t'enfermer quelque part pour écrire, c'est pratiquement un acte égoïste quelque part. Tu vois, tu dois oublier les autres pendant quelques jours. Comment vous faites? Bon, écoute, je suis bien obligé d'être égoïste, comme ils le disent. Parce qu'il faut que j'écrive. Parce que l'écriture, pour moi, c'est un acte fondamental. Si je cesse d'écrire, je ne suis plus moi, je meurs pratiquement. Donc, il faut qu'on fasse violence sur soi-même pour pouvoir écrire en Haïti. Quand je vous lis, j'entends Haïti dans votre façon d'écrire, dans ce que vous décrivez, tout ça. Comment vous choisissez la langue? Est-ce que ça vient naturellement ou vous avez vraiment une réflexion sur quel mot vous choisissez, le rythme et tout ça? Non, pas du tout. Je pense que ça vient naturellement, tu vois. C'est le ressenti, tu sais. On est immergé, on est dans le lieu. On est dans cette douleur, dans cette souffrance, dans cette joie aussi, tu vois. Et on ressent les vibrations de cette terre. Donc, ça vient naturellement comme ça. Il n'y a pas vraiment une réflexion sur le choix des mots. Vous êtes aussi éditorialiste dans un journal. Et je me demandais s'il y a des... Étant donné que vous parlez beaucoup et très ouvertement de votre pays, je me demandais s'il y avait un certain danger à votre prise de parole et si vous deviez vous censurer parfois. Bon, c'est souvent, on me pose cette question concernant l'engagement de l'écrivain. Et j'ai répondu toujours, moi j'ai peut-être cette chance d'avoir 2 casquettes. C'est que d'une part, je suis écrivain et je fais ce métier d'éditorialiste depuis pas mal d'années. Donc, dans mes éditoriaux, je dis exactement ce que je pense, tu vois. Oui. Donc, je m'engage quelque part, tu sais. Je prends position dans les éditoriaux. Il y a toujours un danger dans la prise de parole. Toute prise de parole, quel que soit le lieu où l'on est, va toujours vous attirer des ennuis. Et il y a différentes formes de censure. Donc, il faut... écrire, prendre position, tu vois, c'est un engagement. Et puis, il faut qu'on accepte les risques. Tu vois, il y en a qui ne sont pas capables d'assumer les risques. Et pour changer les choses, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient d'accord pour assumer les risques de leur prise de position. Et est-ce que ça vous arrive de censurer certaines choses, de ne pas dire quelque chose? C'est pas que je ne me censure pas, mais je suis quand même... J'écris des éditoriaux pour un journal. Donc, je dis toujours ce que je pense. Et je n'écris jamais quelque chose
je ne suis pas d'accord. J'écris toujours ce que je pense. Et maintenant, bien sûr, ça peut arriver que je ne sois pas capable d'écrire, de dire certaines choses parce que justement, j'écris pour un journal qui a une ligne, tu vois. Donc, tout autant que ce que je pense, ce que je dis, ce que je dénonce, la ligne du journal le permet, je pourrais dire que j'en profite. Mais bien sûr, maintenant, ce que je fais souvent, c'est que je publie souvent des prises de position, pas dans le journal, sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Souvent, je prends position, mais pas dans le national. Ah, OK, oui. Et puis, dans vos livres, est-ce que ça vous arrive des fois de ne pas oser dire certaines choses ou vous laissez la liberté totale? Non, alors là, je dis tout dans mes romans. Ah, non, tout, je dis tout. Je dis tout. Est-ce que vous vivez des conséquences de vos prises de parole? Oui. Je n'ai pas été agressé directement, physiquement, je pourrais dire, mais on le vit, par exemple, on le vit, on vous censure, on vous écorte de pas mal d'activités. Il y a 1000 moyens de vous censurer dans une société sans vous agresser physiquement. Parce qu'à un certain moment, vous agresser physiquement, ça peut retourner, ça peut se retourner contre ceux qui vous agressent physiquement. Donc, on a 1000 moyens d'essayer de vous remettre dans les rangs. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne d'Haïti à travers ce que vous écrivez? Question compliquée. Désolée. Bon, la beauté, il y a aussi, je pourrais dire, la force de cette culture. Tu sais, la force de cette culture et je pourrais dire aussi l'intelligence, le courage de ce peuple qui se bat constamment, qui ne baisse jamais les bras. Il y a aussi cette jeunesse qui espère constamment, qui n'oublie jamais son lieu et que je rencontre constamment dans tout le pays, dans les écoles, dans les universités. Et aussi le fait qu'il y a quelque chose qui se passe constamment en Haïti. Tu vois, il y a des gens que je rencontre qui pensent qu'il n'y a rien en Haïti, tu vois, que tout le monde a baissé les bras parce qu'il y a plein de gens qui portent. Et ce qui m'attriste, c'est que même les Haïtiens qui portent, justement, qu'ils arrivent à l'étranger, ils commencent à penser la même chose. Il ne se passe rien en Haïti. Alors que justement, il se passe énormément de choses en Haïti. Il y a toujours une jeunesse qui s'engage, qui se bat, qui essaie de monter des entreprises en province, partout. Tu vois, donc il y a toujours ce combat permanent. Et il y a des gens qui portent, il y a des Haïtiens qui portent chaque jour, mais en même temps, il y a des Haïtiens chaque jour aussi qui se battent. Tu vois, donc je pense que c'est très bien, c'est ce qui fait que ce pays survit. Il y a plein de gens qui aimeraient bien sûr que notre pays s'effondre entièrement, mais ça n'arrivera pas. Parce que je crois qu'il y a de plus en plus, surtout au niveau des jeunes, il y en a plein qui commencent par prendre conscience, qui se disent, de toute manière, nous ne pourrons pas tous partir. Ouais. Donc il faudra quelque part qu'on se prenne en main. Ouais. Et il y a ce mouvement, il y a cette pensée qui circule de plus en plus. Je rencontre énormément de jeunes qui s'organisent à tous les niveaux, tu vois. C'est pas facile parce qu'ils sont pratiquement seuls. Ils sont pratiquement seuls, mais sachant qu'ils sont seuls, ils développent encore beaucoup plus d'énergie pour essayer de réaliser certaines choses. C'est ça que vous aimeriez, que les gens restent puis essaient de régler les choses de l'intérieur plutôt qu'ils... Moi, je pense qu'on ne pourra régler... Le problème d'Haïti ne pourra se régler que de l'intérieur. Mm-hmm. Parce que de l'extérieur, on s'en fout. Ah, c'est triste, ça. Vous avez cette impression-là de... Moi, j'ai l'impression c'est que de l'extérieur, on s'en fout. Donc, c'est à l'intérieur qu'il faut que ça se règle. Et forcément, ça va se régler de l'intérieur. Mm-hmm. Bon, là, je vous lis quelques passages du livre qui m'ont marqué. Et puis, j'aimerais ça que vous commentiez certaines phrases. Très bien. Mon père avait soupiré avant de continuer. Finalement, dans un pays où la médiocrité et le banditisme s'installent avec tant d'arrogance, qu'est-ce qui est essentiel?
Je me demande si vous avez une réponse à cette question du père d'Adrien. Oui, il y a une réponse dans un pays où le banditisme est Dans un pays où la médiocrité et le banditisme s'installent avec tant d'arrogance, qu'est-ce qui est essentiel? la volonté de se battre contre ça, contre le banditisme et contre la médiocrité. C'est ça. Bon, le père d'Adrien dit, il y a des perles, ce personnage de phrase. Surtout, ne deviens pas professeur comme moi. C'est le plus beau métier du monde, mais sur la pente où dégringole ce pays, je ne recommanderais pas une telle profession au fils de mon ennemi le plus acharné. Journaliste, c'est encore pire. Alors, j'ai beaucoup pensé à mon père en campant le père d'Adrien. Parce que comme professeur, il avait tellement vécu de choses, surtout qu'il était professeur du temps de la dictature. Donc, il savait toutes les difficultés qu'il y avait. En même temps, il l'a dit lui-même que c'est un très, 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 très beau métier. Mais ce qui devient douloureux quand on est un professeur, c'est quand on voit justement cette déliquescence du système éducatif, tu vois, et qui va produire cette médiocrité. Et quand il dit journaliste, c'est encore pire, c'est qu'il avait prévu justement cette déliquescence au niveau des médias qu'on est en train de vivre aujourd'hui, Oui. pas en Haïti, mais pas seulement en Haïti, partout. Oui. Tu vois, les médias qui sont aux ordres des puissants, les médias qui manipulent l'opinion, tout et tout. Et en Haïti, c'est encore pire. On n'a pratiquement plus de médias, tu vois. Ah oui. Donc, c'est un peu ça Donc, que j'ai fait. il n'y a pas de place pour la diversité, de la pluralité des pensées. Non, c'est justement la contradiction. Il y a énormément de médias. Ah, Et surtout, il y en a énormément. Et puis, tout le monde, mais le problème, je pourrais dire, la liberté devient liberticide quelque part. Il y a tellement de liberté au niveau, avec les réseaux sociaux, plein de médias, tout le monde. Donc la manipulation devient multiforme, tu vois. Oui. Et maintenant, comme la manipulation devient multiforme, le citoyen est totalement perdu. Tu vois, et on arrive à se dire, mais qui doit-on écouter, tu vois? S'il y a une vérité, elle est totalement noyée dans un océan de buis, de médiocrité, tu vois, tout et tout. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, je pourrais même dire, pour la démocratie. Pour la démocratie, oui, je suis vraiment d'accord avec vous. Ça, j'ai trouvé ça très beau. J'entends parfois ces mots. Qui ne risque rien n'a rien. Quand on risque tout, on peut aussi tout perdre. Des êtres chers, des choses les plus précieuses, désormais impossibles à récupérer. On est obligé alors de porter sur ses épaules chaque seconde de son existence, la douleur de leur absence, la douleur d'une séparation dont on est le seul responsable. Donc, ça parle un peu de ce risque-là, de la prise de risque. Dans le fond, là-dedans, tu peux perdre des gens que tu aimes. Absolument. Mais en même temps, cette prise de risque, elle est nécessaire. Tu vois, parce que si sans prise de risque, on ne va nulle part. Moi, je suis un joueur d'échecs, on connaît très bien ce principe, c'est que si tu ne prends pas des risques, tu ne peux pas gagner une partie. Tu vois, donc si tu es immobile, d'ailleurs, je pense que c'est la loi de la vie, si tu es immobile, tu ne bouges pas, tu ne vas nulle part. Mais cependant, quand tu bouges, il y a des risques. Il y a énormément de risques. Et bien sûr, maintenant, si tu ne réussis pas, tu sais, à ce moment, tu vas peut-être traîner après toi toute la douleur de tout ce qui peut-être tu as détruit dans cette prise de risque. Mais la prise de risque, c'est pour ça qu'on l'appelle un risque. Il faut l'accepter, sinon on ne va nulle part. Et le personnage d'Adrien prend énormément de risques. Et je me suis demandé à la fin du roman si... Puis ça, c'est toujours le problème avec quand on a un choix philosophique comme ça, un choix moral, s'il avait connu la fin de son histoire, s'il aurait pris tous ces mêmes risques. Mais l'autre question aussi, est-ce que Adrien sait qu'il prend des risques? Parce que quand même, il y a aussi cette question, c'est quand même un enfant. Lui, il veut avoir son violon. Il prend des décisions, mais est-ce qu'il a conscience
est-ce qu'il a conscience des risques vraiment? Parce que parfois, tu t'engages dans une voie et tu connais les risques, tu vois, mais est-ce que lui, il a conscience vraiment des risques? Tu vois, jusqu'au dernier moment, je n'ai pas l'impression qu'il avait conscience. Parce que juste pour ceux qui ne l'ont pas lu, dans le fond, le personnage d'Adrien va commencer à commettre des délits, des choses même moralement qu'on peut dire inacceptables, qui va conduire même à des effets sur les gens qu'il aime autour de lui, donc triste. Donc, juste pour mettre les gens en contexte. Donc, le risque, c'est ça, il n'a pas conscience qu'il prend ces risques-là parce qu'il se laisse seulement porter par son grand désir d'avoir le violon. Exactement. Et c'est quoi le prix d'un rêve? C'est un peu ça que vous nous dites à travers Oui, exactement. C'est un beau mot, le prix d'un rêve. Mais de toute manière, il faut avoir des rêves. De toute manière, il faut prendre des risques pour tu sais, parce que on ne peut pas vivre sans rêve. Un peuple ne peut pas vivre sans rêve. Une société ne peut pas vivre sans rêve. Et malheureusement, c'est ce qui arrive maintenant sur cette planète. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de rêve partout, tu vois. Au moins, Adrien avait un rêve, mais malheureusement, un faux rêve. Malheureusement, il s'agit d'avoir des rêves faux. C'est quoi la différence entre les rêves faux? Les rêves faux, ce sont les rêves qu'on t'impose, des rêves qu'on te fabrique. La publicité est très bonne comme ça. On te fabrique un rêve et tu veux absolument... Tu vois, moi, j'appelle ça un rêve faux. Ce sont les rêves qu'on te fabrique et qu'on te met dans la tête. Et dans le fond, c'est comme si devenir un grand violoniste... C'était pas un rêve qui était... Ça, c'est un rêve, parce que c'est lui. Ce rêve, c'est lui, tu vois. C'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve, tu vois. C'est un vrai rêve. Oui. Ça, c'est vraiment... ça a rapport avec ce qu'on dit. Je veux mon violon, mais je tiens à mon âme. Oui, il le dit. Il le dit. Oui. Donc, il sait. À un certain moment, il comprend. Oui, c'est ça. Il sait qu'il prend des... Oui, à un certain moment, il se rend compte. Il se rend compte. Il se rend compte qu'il est en train de faire des choses qui vont un peu à l'encontre de ses valeurs. Oui. Mais en même temps, ce qui forge un adulte dans un monde difficile et tout, c'est de prendre conscience de quelles sont nos valeurs et des fois qu'on n'a pas nécessairement le choix parce qu'il est pris dans un engrenage à un moment donné où il n'a pas le choix de faire ces choix-là. Je ne veux pas donner des punchs là, parce que je veux que les gens lisent, donc c'est pour ça que je reste floue. OK, c'est pas la phrase complète, mais j'ai trouvé ce bout de phrase-là tellement belle. Il existe un passage bien réel entre le rêve et la réalité. Ça, c'est quand il y a son alliance, il parle de son alliance avec Nadine. Et cette alliance-là est le passage entre le rêve et la réalité. Et juste, il existe un passage entre le rêve et la réalité. Je me demandais, est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il existe ce passage entre le rêve et la réalité? Oui, je pense qu'il existe ce passage. Et j'aime souvent dire que dans nos cultures, surtout en Haïti, il y a toujours une confusion entre le réel et l'imaginaire. Le réel et l'imaginaire est toujours confondu. Tu sais, par exemple, chez nous, on vit le rêve comme si c'était une chose réelle, tu vois. Ah oui? Oui, c'est ça. Et par exemple, ma mère m'a appelé, je ne vais pas tout raconter, ma mère m'a appelé ce matin pour me dire, tu sais, j'ai fait un rêve hier soir. Oui, elle m'a raconté ce rêve, elle m'a dit, tu sais, les choses vont changer. On va avoir, tu sais, donc chez nous, le rêve, c'est comme une continuité de la réalité. Il n'y a pas de cassure entre le rêve et la réalité. Chez nous, l'imaginaire et la réalité, ça marche de pair. Un certain moment, par exemple, comme j'aime à dire, écrire un roman fantastique en Haïti, ce serait de dire, par exemple, le loup-garou n'existe pas. Ah oui. Oui, si tu dis que le fantôme n'existe pas, la métamorphose n'existe pas, mais tu écris un texte fantastique. Parce que ça existe. Parce que ça existe, c'est la réalité. Oui. Tu sais, donc c'est la réalité chez nous, c'est cette réalité, tu vois. Tandis que autre part, un roman fantastique, tu vois, il y a une autre manière. Non, c'est pour ça que je te dis, donc vous dites que ce passage entre le rêve et la réalité, ça existe chez nous, ça existe, tu vois. Et les gens l'empruntent chaque jour.
Tu sais, et c'est totalement, moi, je sais voir des gens qui agissent et qui pensent, tu sais, à partir d'un rêve, tu vois, c'est extraordinaire. Par exemple, quand quelqu'un te dit chez nous, alors, bon, maintenant, c'est assez curieux. Par exemple, il y a cette croyance que un sorcier peut te donner ce qu'ils appellent une amulette ou peu un point pour être invulnérable aux balles. OK. Tu vois? Mais les gens y croient. Les gens y croient, ils vont chez les sorciers, les chefs de gang, les bandits, ils vont chez les sorciers, ils paient très cher pour avoir ça. Et quand tu dis souvent en haïtien, mais dis donc, mais ça n'existe pas, mais tu es fou, mais ça existe, tu vois. Donc si tu dis que ça n'existe pas, c'est du fantastique. C'est toi le fou. C'est toi le fou, c'est toi l'illogique, c'est toi le non rationnel. Donc c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que j'étais bien, moi, là-bas. C'est pour ça que je dis que ce passage entre le rêve et la réalité, il existe chez nous. Parce qu'il y a cette confusion. Les gens vivent dans un espace où tout est, tu sais, où il y a... En fait, on ne sait plus où commence le rêve, où commence la réalité. Et parfois, les gens croient tellement en l'imaginaire. Toi, tu te dis à un certain moment, tu te gardes la tête en te disant, mais écoute, est-ce que c'est pas toi qui as un problème mental, tu vois? Mais ça revient à ce que vous m'avez dit quand on était ensemble là-bas, que dans le fond, c'est une évasion. Oui. C'est une survie. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est extrêmement dangereux, cette prépondérance de l'imaginaire. Je crois que ça nous tue en Haïti. Ah oui? Parce que cette prépondérance de l'imaginaire, ça t'empêche de comprendre la réalité. Ça t'empêche de prendre les bonnes décisions pour changer cette réalité. Quand tu es constamment dans l'imaginaire, tu vois, tu es constamment dans le rêve, dans l'imaginaire, dans des constructions mentales qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et à ce moment, cette réalité, tu vois, c'est comme quelqu'un te dit, par exemple, quelqu'un, il te bâtit sa maison dans un ravin. Il te dit, rien ne m'arrivera parce que les lois où Dieu me protège. Lui, il y croit. Tu vois, c'est sa réalité. Mais il se met lui-même en danger. Non, mais il ne se rend pas compte qu'il se met en danger. Mais sauf que ça n'empêchera pas qu'à la prochaine grande intempérie, eh bien, l'eau emportera sa maison. Tu vois? Et c'est ce qui arrive. C'est que j'ai écrit un roman justement sur ce thème. C'est que les choses, ils ont leur propre logique. Et quand vous ne prenez pas la mesure de ces choses, eh bien, ces choses vous emportent finalement. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a commencé avec, dans le fond, l'importance de l'imaginaire et là, on termine un peu avec l'importance de la réalité. Oui. Et je trouve ça très intéressant, la balance qui est importante entre les deux. Mais finalement, la réalité emporte l'imaginaire. Oui. La réalité va emporter l'imaginaire de toute manière. Toujours. La réalité emporte l'imaginaire. Je vais finir avec une dernière phrase que j'ai beaucoup aimée. Et je sais que ça a rapport à vous. C'est la mère d'Adrien qui dit « Si tu veux aider ce pays, pense de préférence à tes élèves, aux jeunes. » Et vous, je sais que vous êtes très impliqués au niveau de la jeunesse en Haïti. Donc, c'est ce que vous pensez. Et comme vous me disiez un peu tantôt, c'est la jeunesse qui peut changer les choses. Ça vous donne espoir, ça? De toute manière, c'est la seule solution. Il faut travailler avec les jeunes. Il faut essayer de changer leur manière de comprendre cette réalité. Tu sais, de changer, d'entrer dans leur tête afin qu'ils puissent comprendre les choses autrement, tu vois. Parce que sinon, on ne va nulle part. Moi, je pense que tout doit passer par les enfants et par les jeunes, donc par l'éducation. Par l'éducation. Par l'éducation, oui. Et par leur transmettre un désir de prendre les choses en main et de changer les choses. Oui. Mais merci d'écrire de si belles histoires bouleversantes. Merci à vous. Oui. Pardon? Ah, vous voulez... Mon Dieu. Le début? Le début. Tout juste le début? Bon. Non, vous avez dit le début. Une demande spéciale de lire un passage. Moi, j'aimerais ça un passage avec la mère d'Adrien parce que je l'ai tellement aimé. et c'est ça que je disais qu'on entend à Haïti. Bon, je vais lire le début, comme suggéré par le lecteur. Je ne suis pas un très bon lecteur.
Un samedi matin, ma mère était revenue du marché où elle allait faire ses emplettes pour la semaine. Je jouais aux billes avec des amis du quartier dans le jardin, mais je n'avais pas trop le cœur à cet amusement. Je brassais une grande peine en moi depuis que mon père n'avait pas consenti à l'achat d'un violon, condition exigée pour que je poursuive les cours avec M. Benjamin. J'avais perdu toutes mes billes, mais orgueilleux comme je le suis, je voulais continuer la partie dans l'espoir de les récupérer. Je me souviens de celle que ma mère m'avait confisquée la semaine précédente quand je négligeais mes devoirs de mathématiques, la seule manière où j'ai de graves faiblesses. Je savais où elle les avait dissimulées, dans un bocal au fond de la grande armoire où elle range ses vêtements. Comme elle pensait que j'étais dans le jardin, je me suis glissé à l'intérieur de la maison pendant qu'elle cuisinait. J'entrai dans sa chambre, la porte n'était pas fermée à clé, et je me dirigeai vers l'armoire dont les deux portes étaient ouvertes. Je vis le bocal dans le casier où ma mère dispose ses sacs à main et la plupart des nombreux produits dont elle se sert pour se faire une beauté quand mon père vient la voir. Je n'ai pas eu le temps de récupérer mes billes. J'entendis des pas. Je vis la poignée de la porte de la chambre bouger. Pour ne pas être découvert, je n'ai eu d'autre choix que de me dissimuler derrière les robes. Je ne suis pas un grand gabarit pour mes 14 ans. Et mes camarades de classe en profitent parfois quand il s'agit de s'imposer au sport que nous pratiquons. Je priais Dieu pour que ma mère ne vienne pas vers l'armoire. Je saurais difficilement expliquer ma présence dans ce froufrou de tissu féminin. Je la vis se tenir debout devant son lit, lever les mains au ciel et éclater en sanglots. Jésus, je n'aurais pas dû l'inscrire à ce cours de musique. Je ne pourrais pas lui acheter un violon. Ce n'est pas hors de prix, mais pour moi, il l'est. Je ne sais quoi faire, Jésus. J'aime tellement mon Adrien. Je le verrai bien un jour en concert, comme M. Benjamin. Elle sanglotait ma mère, et c'était à cause de moi. Merci beaucoup, Gary. Et là, maintenant, j'ai une autre phrase de vous en tête pour le restant de ma vie qui est « La réalité finit toujours par emporter l'imaginaire ». Oui. C'est toute la vie. Là, on va se revoir dans 10 ans, puis je vais vous rappeler cette phrase-là. J'arrête pas de vous citer tout le temps pour l'autre affaire, donc là, ça va continuer. Alors, merci beaucoup et merci d'avoir été présent parmi nous. Et je vous invite à aller rencontrer M. Victor. Vous avez des séances de signature aujourd'hui? Oui, tout juste après. Tout juste après. Alors, entretien. allez le voir. C'est Au stand de mémoire d'Encrier. Un magnifique écrivain, un homme que j'adore. Merci.